une sténo de dactylo, elle prenait En sténo. en sténo très vite, une écriture très rapide. Elle faisait il y avait une dictée, quoi. Une dictée qu'elle prenait en sténo, Oui. et puis ensuite, elle tapait à la machine. Oui. Mais alors, est-ce que c'est. Donc, c'était un boulot de femme, généralement? On ne parlait pas d'un sténodactylo. À l'origine, c'était un travail de femme. Et plus récemment, on a fait des petites machines pour prendre en sténo. Oui, oui, oui. Un petit clavier. Oui, oui. Et j'ai vu des hommes qui prenaient en Oui, sténo oui, c'est vrai, sur oui. ces machines. Oui, dans les colloques, etc. Oui, dans Oui. les. Oui, mais pas dans les sociétés. Oui. Et maintenant, avec les ordinateurs, ça n'a plus tellement de sens, si. Les hommes se mettent à. Les hommes font de la dactylo. Oui, mais si, il y a toujours des femmes qui font sur ordinateur, qui font le travail. Oui, c'était en général des femmes, machine à écrire, tout ça. Moi, j'aurais jamais Non, cru qu'un jour il y a des femmes je taperais sur un clavier. Voilà. Ouais, parce que La c'était un boulot de femme. qualification de travail, je pense qu'elle existe toujours. Non, mais il a raison, Salvatore. Oui. Les hommes, à un moment donné, c'était même pas concevable qu'ils puissent taper la machine. C'était pas dans les possibilités. Un homme n'était pas censé utiliser un clavier, sauf s'il était pianiste. En ce moment, j'ai appris très tôt à taper la machine. Oui, non, mais d'accord. Bien avant l'informatique. Oui, oui, bien sûr. Mais c'est devenu quelque chose de beaucoup plus. Pour les hommes aujourd'hui, c'est très banal. Et je regrette de ne pas avoir appris la sténo quand j'étais jeune. Enfin, bon. Mais est-ce que ça a toujours de sens de faire de la sténo aujourd'hui? Parce que évidemment maintenant on a des magnétophones, on enregistre. Il y a très peu de gens qui font de la sténo aujourd'hui. Si tu prends des notes à l'université, la sténo, ça peut être utile. Si tu prends Des notes à l'université, tu vas à un cours à l'université, Ah oui. tu peux le prendre en sténo. Tu crois qu'actuellement il y a des étudiants qui sont capables de faire ça? Ils enregistrent. Ils enregistrent. Comment? Non, mais personne ne fait de la sténo. Et d'où ça vient ce mot sténo, à ton avis? Ah, ça c'est une bonne question. Dactylo, c'est les droits, la dactyle. Oui, ça on le sait. Et l'autre? Et sténo, c'est quoi? Ah, ben oui, justement. Alors aidez-le, René Louis. C'est quoi le mot sténo, l'origine, l'étymologie de sténo? Aidez votre ami René Louis. Peut-être que le mot a une origine italienne, non? Mais non, sténo, c'est une abréviation. Oui. Sténographie. Oui, qu'est-ce que c'est? La sténographie, c'est pourquoi? Qu'est-ce que vient le mot? Qu'est-ce que c'est le mot sténo? Prendre, peut-être. Prendre. D'après quelle origine ça? C'est quoi? C'est n'importe quoi. Comment ça à prendre? Quel est le verbe qui voudrait dire prendre? Prendre des notes. Non mais. Je ne sais pas, c'est un mot, c'est du grec, c'est du. Et puis c'est un langage, je crois. J'en ai jamais fait, moi. Mais je crois que c'est un langage pour aller très vite. Oui, mais c'est. Non, mais ça, c'est tout. Ça, vous brodez, on parle pas de. C'est du latin, c'est du grec. Comment? C'est pas du latin, c'est du grec. Oui, si vous voulez, c'est du grec, oui. C'est quoi en grec? Non, mais la question, c'est que ça ne veut pas dire ça au départ. Le mot sténo veut dire, en fait, un langage secret. Voilà. C'est des signes secrets. La sténo, c'est quand on écrit dans une écriture. Au départ, ça voulait dire une écriture que les gens ne peuvent pas lire, si vous voulez. Donc ça a tout à fait un autre sens. Parce que si vous écrivez en sténo, les gens peuvent, s'ils ne sont pas initiés, ils ne peuvent pas comprendre ce que vous avez écrit. Hein, bon, alors, à votre avis, donc, quel est le rôle social de la sténodactylo? Quel était son rôle? Quelle était sa place, par exemple, vous avez la sténodactylo, quelle était sa place au sein de l'activité sociale, générale? C'est un intermédiaire quand même. Voilà, c'est ça, un intermédiaire. Un intermédiaire entre quoi et quoi? Entre le. C'était pas une secrétaire? Elle faisait pas office de secrétaire? Oui, mais justement, qu'est-ce que c'est? De bureau, là. Quel est le rôle des intermédiaires? Du directeur, Oui. Oui, les secrétaires sont des intermédiaires aussi, je dirais. La question de savoir, intermédiaire entre quoi et quoi? Entre quel plan et quel autre plan?
Ou on peut même employer le mot interface, qui rend plus heureux. C'est moderne. Alors, interface entre quoi et quoi? Entre les... C'est un problème de sociologie, là, c'est pas un problème... Interface entre la direction et les travailleurs manuels. Ouais. Oui, Oui. Quoique la dactylo, c'est un travail manuel, quelque part. oui, mais c'est... Et le rôle du secrétaire, c'était quoi, ce rôle de secrétaire? Alors, à l'époque de Napoléon, on parlait du secrétaire. Oui, c'est clair. Après, il y a eu la secrétaire. Le secrétaire, il classe aussi, il fait des classements. Oui. Alors que la télé, on ne lui demande pas de faire des classements. Et le scribe, alors, le scribe? Le scribe, c'était une sorte de journaliste dans le passé. Non. Non, C'est quelqu'un qui écrivait. Oui, quelqu'un qui écrivait. Non, mais un journaliste... Le terme scribe. Non, mais un journaliste, c'est pas quelqu'un qui écrit. Un scribouillard. Ah non, mais c'est un scribe, c'est quelqu'un qui prend sous la prenait dictée. des notes. Mais Voilà. c'est pas un journaliste. Un journaliste, il écrit pas. Oui, mais à Il l'époque, prend pas des notes de quelqu'un d'autre. Dans le passé, il n'y avait pas de journaliste. Lointain, dans un passé lointain. Bah, à l'époque, si, le journaliste, ça existe depuis plusieurs siècles. Déjà au XVIIe siècle, il y avait des journalistes, peu importe. Oui, mais un scribe dans l'Égypte ancienne... Il y en avait en Égypte, il y avait des scribes. Voilà, Oui, mais exactement. c'était quelqu'un d'important aussi. Oui. Il avait un travail... Voilà. Il notait, mais il notait des notes. il notait des choses importantes. Mais c'est pour ça qu'être un intermédiaire, ça peut être important. Oui. Mais justement, moi, la question que je vous pose, tous les deux, c'est est-ce qu'on n'a pas un manque à ce niveau-là? Est-ce qu'il n'y a pas une insuffisance d'intermédiaires? Vous disiez vous-même, par exemple, est-ce que c'est préférable de taper soi-même à la machine ou d'avoir quelqu'un qui le fait à votre place? Aujourd'hui, l'intermédiaire, c'est l'ordinateur. Pardon? Aujourd'hui, l'intermédiaire, c'est l'ordinateur. Alors, c'est la machine. La machine, mais l'ordinateur. Les ordinateurs maintenant sont... Oui, mais l'ordinateur, il est aussi intermédiaire entre quoi et quoi? On tourne en rond. Il est partout, l'ordinateur. C'est pas l'ordinateur, c'est pas l'interlocuteur, c'est un moyen. Il est souvent intermédiaire entre deux machines. Enfin bon, ça, Oui, parce qu'on Ah bon. on tape une lettre au servant du clavier, sur l'écran, et puis la lettre, on l'envoie. C'est la lettre l'email. Oui, j'ai entendu on parler appuie des sur emails. l'écran et puis c'est bon, on envoie. Oui. Mais on l'envoie. La lettre électronique, email électronique. Oui, c'est vrai. Le E, c'est de l'anglais. Oui, c'est ça. On dit C'est I. ça. Vous savez, l'autre jour, on avait discuté, on ne devrait pas dire I, on devrait dire E. Ouais, ouais. Et pourquoi est-ce qu'on dit I? Parce que Attendez, je voudrais répondre, lui. Je sais pas. Pourquoi est-ce que quand on écrit E, on dit I? Ne En soufflez anglais, pas. on dit... Oui, donc En français, on dit E. on prononce le E à l'anglaise. à l'anglaise, exactement. C'est quand même bizarre. Ouais, email. Le E, c'est français. Oui, mais on parce dit que I. C'est la première On lit, lettre. on écrit email E et on prononce I. Ça, c'est à l'anglaise. On prononce à l'anglaise. Oui, oui. On avait déjà parlé de ça, je crois, à propos de hockey. Le et chaos. I à l'anglaise, c'est I. Oui, C'est ça. Et puis, vous dites électronique, mais lettre électronique. Électronique. oui. C'est l'abréviation de l'électronique, effectivement. Bon, alors, donc vous n'avez pas répondu à ma question. Quelle est la... Donc, est-ce que c'est utile un intermédiaire? Est-ce que c'est utile? Bah, je sais pas, par exemple, pourquoi est-ce que, si je peux me passer d'intermédiaire, est-ce qu'on a intérêt à se passer d'intermédiaire ou est-ce qu'on a intérêt à en avoir un? Oui, mais la secrétaire est très importante dans un bureau. Parce qu'elle prend des notes. Voilà. Non, mais dans Aujourd'hui, une hiérarchie pyramidale, tout le monde se sert d'un ordinateur. dans une hiérarchie pyramidale, il faut un secrétaire pour faire l'intermédiaire, autrement il faut s'adresser individuellement à tous ceux qui sont en dessous, c'est pénible. Alors qu'avec un secrétaire, ben lui, il va transmettre à tout le monde. Est-ce que vous ne pensez pas, René Louis, que c'est là le rôle de la femme, quelque part, et qu'elle devrait s'y tenir à ce rôle-là? C'est d'accepter qu'elle... Je dispatcher l'information à tout le monde. Oui, mais justement, ça veut dire multiplier, diffuser. Bon, donc il y a le boss qui fait un truc et puis après on diffuse.
Est-ce que c'est pas ça le rôle de la femme? Ah, si, moi je veux bien. Voilà. Donc, à partir du moment où elles ne veulent plus faire ce boulot, elles vont ailleurs où elles n'ont peut-être pas leur place. Oui, la secrétaire est un boulot féminin. Oui, ça c'est... La secrétaire de direction est un boulot féminin. Oui, mais c'est ça. Pourquoi alors, excusez-moi de vous interrompre. Pourquoi c'est un boulot féminin? Est-ce que ça fait partie des gènes de la femme? Quand vous dites féminin, pourquoi est-ce que c'est un boulot féminin? En quoi la nature humaine, la nature féminine correspondrait à ce travail? C'est très difficile à dire. Là. Mais on va demander qu'il fasse un effort. Peut-être son agilité, parce qu'il Oh. y avait des concours de Sénodakilo. Oui, bien sûr. Voilà. Il y avait même des écoles. Oui, Il y avait Piget, je sais pas quoi. des championnats. Oui, mais enfin, on ne va pas dire que les... Regardez les pianistes, ils sont aussi capables que les femmes que de jouer du piano. Oui. Regardez, par exemple, les harpistes, ce sont souvent des femmes. Oui, c'est vrai. Pourquoi? Bah oui. Voilà. Oui, passons. Parce que c'est peut-être Mais agile. moi, ma question était plus subtile que oui, ça. Ma question, c'est est-ce que c'est bien de passer par l'intermédiaire, ou est-ce qu'il vaut mieux, parce que en passant par l'intermédiaire, qu'est-ce que ça vous évite de, voilà, qu'est-ce que c'est, passer à un intermédiaire vous évite certaines choses. D'accord. Ouais, je comprends. Oui, mais les femmes sont très habiles avec leurs doigts. Non, mais laissons de côté les... Historiquement, au 19e siècle, les secrétaires étaient d'abord des hommes, Voilà. et puis ça s'est féminisé. Ouais. Ils n'avaient pas de machine à écrire à l'époque. Voilà. Oui, Il y avait l'imprimerie déjà. oui, mais ça s'est Oui, féminisé. mais à l'époque, Oui, ça s'est féminisé. dans le passé, la femme jouait un rôle secondaire, à part quelques exceptions. Dans Mais l'élite. non, la question qu'on se pose, c'est Dans quel l'élite. est le rôle, quelle est la fonction idéale au niveau de la femme? Qu'est-ce qu'elle a de mieux à faire? Des enfants. Non, mais en dehors bon, C'est d'accord. tout. Voilà. Non, mais essayons d'être un peu plus ouverts. Les enfants, elle a un rôle d'intermédiaire, justement. Elles tiennent la maison. Hmm? Elles tiennent la maison. Non, mais d'accord, bon, ouais, d'accord. On parle de son rôle dans la société, non pas en marge de la société, mais au cœur de la société. Alors, je peux vous mettre sur la voie, si vous voulez. C'est vrai encore. La voie, c'est que... qu'est-ce que c'est qu'une machine à écrire? Son nom veut dire quoi, machine à écrire? Oui, à rédiger. Non, mais une machine à écrire, c'est une Matrice. C'est une machine. Intermédiaire. Une matrice aussi. Comment? Une matrice. Ah, alors là, oui, alors là, vous nous posez un autre... Je vais fort. Oui, alors là, vous nous posez une autre question. Est-ce que la femme prolonge l'homme ou est-ce qu'elle est à l'origine de l'homme? C'est-à-dire elle va après l'homme ou est-ce qu'elle vient avant l'homme au niveau de l'évolution, etc. Parce que matrice, par exemple, justement, matrice, ça renvoie à la femme. Oui, exactement. Donc si c'est une matrice, c'est qu'elle est au début de quelque chose. Or là, on est en train de dire le contraire. On est en train de dire que la femme prolonge l'homme, qu'elle le suit et qu'elle prend sous sa dictée. Comment expliquer cette contradiction? Alors vous la mettriez où, la femme? Après, à la suite de ce que fait l'homme ou même à l'origine de ce qu'il fait? Oui, mais à partir du 18e et 19e siècle, la femme commence à s'émanciper. Elle n'est plus, à proprement parler, l'esclave. Je ne parle pas des aristocrates et des grandes bourgeoises. Enfin, après, ça a changé complètement. Oui, les femmes ont travaillé dans les usines, ont travaillé dans les entreprises, donc on ne peut pas dire que ce Maintenant, soit... il y a des femmes chefs d'entreprise. C'est pas la question que j'ai posée. On va prendre un autre exemple technique. Je crois qu'on n'a pas... Par exemple... Parce qu'on disait que la femme était moins intelligente. Elle avait un cerveau moins développé que l'homme.
On va prendre un exemple simple. Je parlais de pianistes. Vous avez une pianiste comme Martha Argerich, Oui. l'égale des plus grands pianistes hommes. Oui. Par contre, au niveau des compositeurs, Voilà, nada. Là, c'est très bon. Alors oui, c'est vraiment pour... Il y a un intellectuel. Il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi est-ce que la femme ne peut pas composer? Voilà. Il y a des femmes compositrices, mais elles ne sont pas au niveau des plus grands. Il y a une déficience cérébrale, mentale. Exactement. Ah oui, je pense. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Renaud? Il y a quelque chose il y a dans son ADN quelque chose qui fait qu'elle n'a pas la grâce qui lui permet de composer. Il lui manque quelque chose. Il lui manque une case. Les chefs d'orchestre sont des hommes, je veux dire. Non, il y a aussi des femmes. Mais chef d'orchestre, c'est pas un compositeur d'abord. Non, c'est un interprète. Hein? Et puis il y a de plus en plus de femmes chefs d'orchestre. Voilà, donc c'est pas sur ce point-là, il n'y a pas tellement de blocage. C'est au niveau de la composition qu'il y a un blocage. Parce que la composition, c'est de la création. Oui, alors les femmes ne sont pas créatrices, par exemple, elles sont plus capables d'écrire des romans, par exemple. Il y a un côté, ouais, c'est vrai. Il y a des romancières, des grandes romancières. Voilà, donc pourquoi est-ce qu'il y a des romancières et pourquoi il n'y a pas des grandes compositrices? Bon, alors je voudrais vous faire passer un petit test de souvenir de l'école. On parlait de l'école maternelle. Quand à l'école, je sais pas si vous vous souvenez de ça, quand à l'école on vous disait, voilà, comment on passe du singulier ou du féminin au masculin. Parmi les chanteuses, les chanteurs, les chanteuses, les hommes chanteurs, ne font pas des arrangements. Il y a certaines chanteuses sont très musicales et sont capables de recomposer un petit peu sur certains passages. Comme dans le jazz. D'ailleurs, là, vous touchez à un sujet très intéressant, à savoir que le secrétaire, il apporte du sien. Il ne reprend pas nécessairement exactement ce qu'on lui a dit. Il peut le retravailler. Oui. Donc il a quand même, le secrétaire, l'intermédiaire, là, il a un travail créatif au deuxième niveau. La question est de savoir s'il vaut mieux être un interprète ou le secrétaire d'un grand compositeur. Est-ce qu'il vaut mieux être quelqu'un qui va paraphraser un grand compositeur ou quelqu'un qui va simplement jouer une partition? C'est pas le même statut. Oui. Aujourd'hui, malheureusement, ce statut intermédiaire disparaît. Il y a des gens qui savent jouer du piano, il y a des gens qui composent, il n'y a pas des gens qui sont là pour être secrétaire d'un compositeur. C'est-à-dire de faire un arrangement, de mettre en forme, etc. C'est soit on est compositeur, soit on est interprète. Alors que moi je pense qu'il faut restaurer la dimension intermédiaire. Il y a eu quand même un certain Rachmaninov, qui a été un excellent compositeur et un très grand pianiste, qui était considéré comme un des grands pianistes du XXe siècle. Oui, mais en même temps, normalement, voilà, c'est... Bien sûr, parce que il Non, voilà, est difficile de faire les deux. Non, mais c'est un petit peu con. Dans la musique, hein. Non, mais je veux dire que il faut mieux que le compositeur laisse aux gens qui ne savent pas composer la possibilité de faire de l'interprétation. Oui. C'est pas, il faut laisser à chacun son rôle. C'est pas la peine d'aller sur les plates-bandes de quelqu'un d'autre. Donc effectivement, non, le compositeur n'a pas. Alors par contre, il peut jouer du piano pour lui, pour composer, pour improviser, mais pas pour jouer ses propres œuvres. Ça c'est au XXe siècle. Parce que jusqu'au début du XXe siècle, tous les interprètes étaient compositeurs. Oui, c'est vrai. Tous les violonistes, pianistes. Oui. Et à partir des années 1910, peut-être 1920, il y a eu une séparation. Le compositeur s'est consacré entièrement à la création musicale et d'autres se sont consacrés à l'interprétation. Oui, il y a eu une sorte de coupure sociale. C'est ça. Il y avait une fluidité. Et là, tout d'un coup, il y a les uns d'un côté, les autres de l'autre côté. Et c'est terrible. Enfin, c'est terrible. Et donc justement, le rôle des intermédiaires, c'est être des gens qui sont à la fois, qui ne sont pas vraiment compositeurs, mais qui ne sont pas simplement des interprètes. Des gens qui sont capables de retranscrire, de transposer, de broder, etc. Des arrangeurs. Oui, voilà. Des arrangeurs. Le métier d'arrangeur, c'est très important. Même à la limite, par exemple, un écrivain,
bon, ben, il peut ne pas être capable de fignoler son travail. Oui. Donc il va demander à son secrétaire de compléter, de mettre des notes, Ça, de relire, etc. Donc il y a... alors je voulais vous poser une question. Quand vous avez appris le français, enfin, quand vous avez appris le français à la naissance, est-ce que l'adjectif petit, on vous disait que petit devient petite ou que petite devient petit? Petit devient petite. C'est ce qu'on vous a appris. Voilà. Mais est-ce que c'est correct? Ah, voilà. On retombe dans le problème du masculin et féminin d'ailleurs. Comment? Petitesse, par exemple. Ah ouais, à propos de... Alors à propos, est-ce que vous savez comment on forme les adverbes en français? Par exemple, le mot actif. Comment fait-on quel est le substantif de actif? Non, l'adverbe. Activement. Activement. Activement, c'est un masculin ou un féminin? Mais les deux en fait. Non, activement. Féminin. Ouais. Ah ouais, top. C'est tombé à côté. On ne forme pas l'adverbe avec le masculin, mais avec le féminin. Ouais. On ne dit pas activement, on dit activement. Ça, vous ne saviez pas. On ne vous l'a pas appris. Bon, alors revenons à ça. Alors, vous aviez des doutes là-dessus. Vous dites on devrait plutôt passer de petit à petit plutôt que de petit à petite. C'est pas ça que vous avez voulu dire? Petitesse, par exemple, on passe de petitesse à petite. Oui. D'accord. C'est vrai qu'on forme le... Non, c'est comme pour l'adverbe. On forme le substantif à partir, si on veut, effectivement, du féminin. Mais est-ce qu'il est logique de passer de petit à petite, c'est d'ajouter un E, ou est-ce que plutôt d'enlever un E? Au niveau logique, on va mettre dans tous les domaines. Est-ce que dans les domaines, vous êtes plutôt dans un processus d'enlever, de soustraire ou d'ajouter? Je crois qu'on ajoute. Ah bon? Petit à petit. Regardez, en ce moment, on est en train de féminiser tous les mots. Tous les mots masculins. Oui, je sais. Voilà. Chef. Oui, d'accord. Voilà, chef. Oui. J'ai vu ça récemment. Oui, Chef, oui. Mais là, on n'est pas en train de parler de ça. Oui, non, mais, d'autres mots aussi. oui, on peut, mais c'est très marginal. Il n'y a qu'une dizaine de cas comme ça. Écrivaine, Voilà, écrivaine. et même compositrice, ça a toujours existé. C'est pas un problème. Bon, institutrice, instituteur, c'est pas d'aujourd'hui. Bon, pas d'aujourd'hui. Moi, quand j'étais gamin, on disait maître d'école et maîtresse d'école. Oui, ben voilà, c'est pareil. Donc, on va laisser M. Renaud nous dire comment il gère le problème de est-ce que je fais petit. Alors, quelle est la différence entre petit et petite au niveau de la prononciation? Ouais, non, c'est vrai que c'est chiant ça. Après, ils vont dire, ouais, t'es chiant. Oui. Qu'est-ce qui distingue le masculin du féminin? Ben, c'est le E. Non. Petit, petite. Oui, mais le E, il joue quel rôle, le E? Il est muet. Oui, il est muet, mais il joue quel rôle? De liaison. Non. Le E sert à... Quand vous dites petit, vous entendez le T de petit? Non. Ah ben alors c'est ça que vous auriez dû répondre. Voilà. Eh ben oui, vous êtes tombé à côté de la plaque. Oui, mais attendez, parce qu'on est des Français. Mais dans des pays comme... Attendez, non, on parle de la France, hein, on Oui, va pas. oui. Le E, il sert à faire une syllabe de plus. Non, le E sert à dire qu'il faut prononcer le T. Oui. C'est même pas une voyelle à ce moment-là. Je mets un E, quand je mets un E après une consonne, il faut prononcer la consonne. S'il n'y a pas le E après la consonne, il ne faut pas prononcer la consonne. C'est ça la règle du français. Ah oui, mais vous ne l'avez pas dit. Voilà, mais on n'y a pas pensé à ça. Voilà, mais c'est tout le monde. Vous savez, nos cafés philo, c'est toujours basé sur des trucs auxquels on ne pense pas. Donc là, on revient à un problème. Alors, est-ce que petit donne petite ou est-ce que petite donne petit? Eh oui, maintenant vous êtes obligé de reprendre le problème à nouveau frais. Oui, bien sûr. Sauveur, sauvez-nous. Il est évident, en réalité, pour dire qu'on passe, on va pas rajouter un E à petit, puisque petit, c'est déjà une volonté de refuser de prononcer le T. Donc c'est bien qu'on part de petite pour aller vers petit, et pas de petit vers aller petite. Et ça, les gens ont mal à enseigner ça. Oui, bien sûr. Ouais, qu'est-ce qui parle allemand ici? Vous parlez allemand? Non. Voilà. Alors comment est-ce qu'on dit petit en allemand? Ah, c'est Kinder. Non, ça c'est les enfants. On dit pas Klein, non? Ah ouais, d'accord.
Voilà. Vous avez raison. Ouais. Klein, Oui. et au féminin, Ah oui, Eine kleine musique. eine kleine Nachtmusik. Nachtmusik, voilà, petite musique de nuit. Vous avez raison. Kleine, kleine. Comment? Féminin, kleine. Oui. Quelle est la différence, excusez-moi, je vais l'écrire, quelle est la différence entre Klein, Kleine et le français? Est-ce que c'est le même système pour passer du masculin au féminin dans les deux cas, en allemand et en français? En apparence, ça a l'air pareil, mais en réalité, quelle est la différence entre le traitement du masculin en allemand et le traitement du masculin en français? Dans cette dialectique klein, kleine, petit, petite. Alors, essayez de vous racheter là. Klein, on prononce le N. Kleine, Voilà. on prononce le E. Non, mais ça, oui, en plus. On prononce le N. Voilà, alors il y a deux problèmes. Un, on prononce le E de kleine, alors que nous, petite, on prend pas le E. Exact. Et deuxièmement, vous étiez en train de le dire. Dans Klein, est-ce qu'on prononce le N dans Klein? Klein, oui, on prononce le N. Et en français, petit, On ne prononce pas le T. voilà. Voilà. Ouais. Donc il respecte. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai abordé les langues étrangères comme l'anglais. Oui, mais justement, l'espagnol, on prononce non, mais toutes les justement, lettres. c'est un mauvais exemple. L'allemand se trompe. Ah ouais, ah bon. Ah oui, parce que le schéma basique, c'est petite, petit. Et là, ils n'ont pas compris le système. Ils ont fait une double erreur. Ils prononcent le kleine comme si le E était une lettre à proprement parler, alors que le kleine est simplement là pour prononcer le N. Et Klein, c'est masculin et Kleine, c'est féminin? Oui. Et c'est pour ça que c'est facile à comprendre, ça. Oui, d'accord. Et donc, eux, au lieu de comprendre que du moment qu'il n'y a pas de E après klein, il ne faut pas prononcer le N. Et ils le prononcent quand même. Ouais. Donc, donc finalement, les Français ont un modèle qui a été mal compris par les Allemands. Parce que les Allemands, on voit bien qu'ils ont copié les Français et qu'ils ont mal compris les Français. C'est vrai, vous revalorisez ça. Oui. Et pourtant, dans les années 30, les Allemands se moquaient de certains pays, dans les années 30, parce que les langues comme l'espagnol, le français, sont des langues latines, Non, l'espagnol, tout ça, et que les Allemands, eux, avaient une langue originale. non, mais justement, Ils considéraient que leur langue était le originale. français, d'abord le mot français vient de franc, Authentique. et les francs, c'est des Allemands. Oui, c'est des Bon. Germains. Et en voilà. fin de compte, il y a dans le français Exact. beaucoup d'éléments allemands. Oui, Et là, c'est par exemple. C'est d'ailleurs pour ça qu'on dit. Et nous, on a gardé l'élément germanique que les Allemands eux-mêmes ont perdu. C'est-à-dire qu'on est plus germanique qu'eux. Ouais. Parce que les Espagnols, ils ne parlent pas comme ça. Ils disent pas petit, ils disent pequeño, pequeña. C'est ça. Bon, piccolo, piccola. C'est Donc ça. eux, ils ont un système totalement différent du français. Oui. C'est pour ça que le français n'est pas une langue latine comme les autres. Oui. Non, mais bien sûr, c'est une adaptation. C'est une adaptation de. Non, c'est une langue qui a un fond allemand, qui est parfois plus original, plus authentique que les Allemands eux-mêmes. On est plus allemands qu'eux-mêmes à ce niveau-là, parce qu'on respecte des règles qu'ils ont perdues. La Alors- langue gauloise est proche de l'allemand. Pardon? La langue gauloise, les langues gauloises sont proches de l'allemand aussi. Probablement. Enfin, moi, je ne connais pas bien le système, mais moi, je pense qu'effectivement, Les Allemands le disent, ils le savent. oui. Oui, mais le gaulois. est D'ailleurs, devenu- ils disent Frankreich pour dire est l'allemand. devenu le gaulois est devenu gallo-romain. Gallo-romain. Non? Le gaulois On a s'en disparu, fout. je veux dire, Voilà, le gaulois a disparu avec la Non, présence mais romaine. les Gaulois ont appris le latin, je veux dire, Exactement. ils ont appris la langue. Oui, non, mais d'accord. Et puis il y a l'arrivée des Germains. Après la chute de l'Empire romain au 5e siècle, arrivée des tribus germaines. Oui, c'était les Burgondes, Oui, bien les sûr. Lotharingiens, les Francs. Mais la non-prononciation de la consonne finale en français est d'origine allemande et non pas latine. Ouais, d'accord. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Et alors, quel est le grand mérite de la langue française par rapport à l'allemand, à l'italien et à l'espagnol ou au russe? La langue française a un mérite que n'ont pas les autres langues, on vient de le dire. Et elle a évolué. Elle a évolué. Je sais pas, c'est évoluer pour une langue, c'est plus souvent un signe de corruption, c'est pas une évolution. C'est pas possible. Non. Mais là, on vient de le dire. Moi, je ne veux pas vous mettre sur la voie, mais l'allemand, est-ce que l'allemand distingue la forme écrite et la forme orale? Non. Et le français? Parce que Comment? l'écrit et l'oral, c'est différent. Voilà. La langue française est une des seules langues au monde qui distingue la forme écrite et la forme orale.
C'est-à-dire que tout ce qui est écrit ne se prononce pas en français. Alors que dans les autres langues, tout ce qui est écrit se prononce. Tout se prononce, oui. En espagnol, Ben oui, c'est une force extraordinaire. Et comment, l'anglais, c'est extraordinaire comme prime. Et ça n'est pas dit suffisamment, ça. Oui. Bon, et ça veut dire quoi? Quel est le mérite du français? Est-ce que c'est... Qu'est-ce qu'il faut... Parce que finalement, la forme orale, comment est-ce qu'elle a été transmise? Vraiment. Voilà. La forme orale, il faut qu'il y ait une transmission orale. Et une transmission orale, c'est quelque chose qui est très, très fragile. Oui. Donc les autres pays ont perdu la transmission orale, et nous on l'a gardée. Fantastique. On a gardé une tradition qui nous dit attention, c'est écrit, mais il ne faut pas le prononcer. Par exemple, en français, vous avez un problème aussi quand vous dites le chat, c'est chat. Les chats, c'est chat. Tandis qu'en anglais, vous dites cat, et au pluriel, cats. Mais vous confondez deux choses. Voilà. Vous parlez de français actuel. Ouais. Bon. Et il ne faut pas réduire une langue à ce qu'elle est aujourd'hui. Hein? Bon, par exemple, par exemple le mot forest, on dit en anglais forest. Vous allez me dire, en français, on dit forêt. Ouais, mais voilà. c'est pas vrai. Voilà. Parce qu'avant, ça se disait forest en français. Exactement. Donc, il ne faut pas parler du français. Il faut pas parler du français actuel pour le comparer à l'anglais. C'est pour ça qu'on met un chapeau. Oui. Donc, faites attention quand vous parlez de ce qui se pratique aujourd'hui. On s'en fout à la limite. Oui, mais on n'est pas censé, personne n'est censé connaître le passé, la langue, le vieux français. Mais c'est parce que je vous signale qu'en français, quand est-ce qu'on dit forest en français? Forest. Oui. On ne prononce pas forest. Si. À moins de dire forestier. Forestier, bah oui, ben voilà. Ouais. Donc on a gardé deux formes différentes. Voilà. On a gardé le ST pour l'adjectif et on a enlevé pour. Mais ça aussi, c'est un trésor extraordinaire. La France a gardé les traces de plusieurs niveaux de stade de développement. Il y a l'exemple de fête et festival. Oui, voilà. On pourrait en donner 36. Voilà, mais voyez-vous, là aussi, c'est un des grands mérites du français, d'avoir gardé des stades successifs de sa notion d'évolution et de ne pas les avoir éliminés. Oui, avec les langues étrangères, je les lis, mais les parler, ça ne va pas. Ou même les comprendre. Je lis l'anglais, mais je ne comprends pas les anglais ni les américains. Et les anglais, ils lisent, à mon avis, parfaitement le français, mais ils ne parlent pas parce qu'ils ne savent pas le prononcer et ils ne savent pas le comprendre. C'est parce que, pourquoi est-ce que c'est comme ça? Qu'est-ce qui empêche les Anglais de lire correctement la langue française ou de la comprendre? C'est parce que... C'est une langue anglo-saxonne. Non, parce qu'ils ne connaissent pas les codes, tout simplement. Comme vous ne connaissez pas les codes de prononciation, vous ne pouvez pas vous en sortir. Donc, du moment que vous demandez les codes, ça va? Oui. Alors, je terminerai, puisque notre ami est pressé par une façon de parler. On est déjà à 32 minutes, enfin, passons. Je terminerai. Les codes. Alors, pardon, est-ce que... donc, les codes se transmettent. Il y a des langues où les codes se transmettent. Si vous n'avez pas les bons codes, vous ne savez pas lire la langue. Bon. Mais cela dit... quand un anglais, vous mettez un anglais, il y a des milliers de mots que l'anglais connaît en français. Oui, d'accord. Bon, il ne sait peut-être pas les prononcer, mais il les connaît, il les reconnaît. Un touriste qui arrive à Paris, vous croyez qu'il est dépaysé, un touriste à Paris, quand il lit les trucs sur les murs? Non. Un des succès du tourisme à Paris, c'est que aussi bien les Italiens que les Allemands, les Français, les Anglais, etc., ils s'y retrouvent. Parce qu'ils retrouvent un des tas de mots qu'ils connaissent. Et ça, c'est pas donné dans les autres pays. Un Italien, il va s'y retrouver, un Allemand, il va s'y retrouver, un Anglais, il va s'y retrouver, même s'il n'arrive pas. Alors c'est amusant, il n'arrive peut-être pas à prononcer la langue, il ne reconnaît même pas les mots, mais quand c'est écrit, il s'y retrouve. Parce que l'écrit, alors justement, dans l'écrit, il y a tout. Ce qui nous renvoie à la question tout à l'heure, qu'est-ce qui caractérise la femme par rapport à l'homme? Elle est dans la totalité. Elle prononce tout. Elle dit tout. Elle ne sait pas trier, elle ne sait pas limiter. Et ça soit, donc c'est pour ça que la matrice, elle est à l'origine, parce que la matrice, c'est le chaos.
Quand vous lisez la Bible, qu'est-ce qu'on dit? Au début, il y avait les ténèbres, le chaos, et après, il y a eu la lumière. Le chaos, c'est le féminin, et la lumière, c'est le masculin. Donc, effectivement, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots d'intelligence sur la psychologie féminine, vous, qui avez roulé votre boss? Est-ce que vous avez observé le féminin? Quels sont les défauts principaux des femmes, par exemple? Quelles sont les choses qui sont les plus pénibles dans leur comportement? Enfin, je ne sais pas, je pose ça. Vous pouvez dire aussi que c'est les qualités, peu importe. Pouvez-vous nous dire quelque chose d'intelligent sur ce sujet? Oui. À la lumière de ce qu'on vient de dire, notamment. Elle est peut-être plus spontanée, la femme. Bon, non, d'accord. Mais alors, justement, spontané, ça veut dire quoi, spontané? Ouais. Justement, spontané, c'est quelqu'un, il voit un truc écrit, il le garde tel quel. Voilà. Donc, il n'a pas de recul, il est primaire. Ouais. Mais, en fin de compte, le problème, c'est que la femme est à la fois, puisqu'on est dans l'astrologie, c'est cyclique. Donc la femme est à la fois au début et à la fin. Elle est au début, elle crée du chaos au début, l'homme corrige, elle ramène du chaos. Elle rajoute du chaos. Parce qu'elle a la nostalgie du chaos. Donc quand quelque chose est trop structuré, elle le crée du chaos. J'ai remarqué en politique que les femmes sont moins diplomates que les hommes. Oui, mais ça veut dire quoi? Elles réagissent. L'homme est réfléchi. L'homme réfléchit, la femme réfléchit beaucoup moins. Oui, donc elle ne fait pas le tri. Voilà, exactement. Voilà. L'homme, il est dans la réduction, il dit, voilà, ça je prends pas, ça je garde pas. Et la femme n'a pas ce système de... Donc ça nous ramène à la question de la composition, par exemple. Qu'est-ce qui fait que ce que crée la femme, il y a un défaut de fabrication? Parce qu'elle ne sait pas, parce que justement, elle prend trop de choses, elle embrasse trop de choses, qui trop embrasse mal étreint. Elle embrasse trop de choses, elle n'a pas le sens de ce qu'il faut garder, elle n'a pas le sens de la structure. Parce que la structure, c'est quand vous êtes un sculpteur, par exemple, quand vous avez un bloc de marbre, vous ne prenez pas tout le bloc de marbre. Non, bien sûr. Ben voilà. Donc le bloc de marbre, c'est la femme, et quand vous la structurez, ce bloc de marbre, c'est masculin.